Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie particulièrement Laurent qui organise un congrès exceptionnel jusque-là. Bon, on a une petite heure de retard, mais promis, on va essayer de rester, nous, dans notre demi-heure de temps de parole. C'est une session où vous allez entendre parler quatre rééducateurs. Ça va changer un petit peu. Moi, Laurent m'a demandé de venir parler alors de l'OHD. Moi, j'aime pas ce terme. Pour moi, le haut débit, il est humidifié et c'est pas de l'oxygène à haut débit. Donc, la nouvelle nomenclature, c'est nasal high flow. Et donc, en France, on pourrait dire c'est du haut débit humidifié ou du haut débit nasal. Donc, c'est le haut débit humidifié sous pièce santé chez les patients à haut risque d'échec de sevrage. Pour faire un petit rappel, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouve, en fait, l'idée c'est de se dire que le sevrage en réanimation, il commence dès le premier jour. Donc vous avez l'admission ici. Je vais juste mettre le pointeur. Hop, voilà. Donc vous avez l'admission ici et tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'on va traiter ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire aiguë. Et dès J2, en général, le médecin réanimateur va se poser la question de réveiller le patient et de peut-être déjà le sevrer tout de suite. Et donc on va avancer petit à petit dans les étapes du sevrage pour arriver à l'étape dont on va parler pendant la demi-heure qui vient, donc qui est la spontaneous breathing trial, donc l'épreuve de ventilation spontanée. On sait que si elle se passe bien, en général, l'extubation est censée bien se passer. Et pour éviter cette sixième étape qui est la réintubation, parce que vous savez qu'un patient réintubé est un patient qui meurt beaucoup plus en réanimation. Et donc, en 2019, Quintard nous propose un algorithme de sevrage et d'extubation. Et donc là, on le reprend à partir de l'épreuve de pièce santé. Et donc, on voit finalement que si l'épreuve de sevrage est un succès, on va essayer de voir s'il y a des facteurs de risque d'extubation que peuvent être l'œdème laryngé et autres. Donc, chez certaines personnes, comme les femmes, on sait qu'il faut peut-être faire un test de fuite parce qu'elles sont plus à risque de faire des œdèmes laryngés post-extubation. On explique la procédure aux patients, on aspire, on ne fait pas d'aspiration trachéale. Ça, c'est dépendant des services, mais bon, nous, par exemple, à Orléans, on fait des extubations en aspirant parce qu'on reste sous ventilation mécanique invasive pour extuber. Donc on se permet d'aspirer, on sait qu'on ne dérecrute pas. Et on fait un relais classique chez les patients non à risque avec de l'oxygène simple. Et vous savez, depuis l'étude d'Arnautil qui a été publiée dans le JAMA, que chez les patients à risque d'échec de sevrage, il faut faire du haut débit humidifié en post-extubation associé à de la VNI. Ça diminue le risque de sevrage. Et donc quand on parle de sevrage, finalement, on parle de routine en réanimation. Et nous, les kinés à Orléans, c'est notre routine du matin, de se poser la question d'extuber ou pas les patients. Et on s'aperçoit en lisant la littérature que c'est peut-être pas si routinier que ça, parce qu'on a 10 à 15% des patients qui échouent à l'extubation et ce pourcentage augmente à 20% chez les patients à risque. Donc les patients à risque, c'est les patients cardiopathes et les patients pneumobronchopathes. Donc les échecs d'extubation, à quoi est-ce qu'ils sont dus Ils peuvent être dus à une insuffisance musculaire à prédominance diaphragmatique. Ils peuvent être dus à une insuffisance cardiaque. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout mon champ de compétences. Ça peut être dû à un encombrement bronchique ou une toux inefficace. Ça, c'est plus le champ de compétences du kiné. Vous savez, en tant qu'infirmier, aide-soignant de réanimation, quand vous appelez le kiné, parce que je sais que vous n'avez pas de kiné dans vos réas, quand vous appelez le kiné, c'est pour qu'il fasse cracher le patient. On nous appelle aussi les crachothérapeutes dans certaines réanimations. La réintubation peut se produire aussi chez le patient qui va développer un trouble neurologique post-extubation et qui sera plus en capacité de protéger ses voies aériennes. Et on peut avoir tout de suite, et ça vous l'avez tous expérimenté, ce fameux œdème laryngé post-extubation, où là, si les corticoïdes et dans certains cas l'adrénaline en aérosol ne fonctionnent pas, il faut réintuber en urgence le patient parce qu'il est en train d'étouffer.
Et donc les échecs d'extubation, quand on revient sur ce graphique de Quintard, on voit bien que les facteurs de risque sont la toux inefficace, la congestion trachéale, les troubles de la déglutition, le taux, l'éveil qui n'est pas adéquat et la surcharge hydrique. Et donc Béduno, dans la RG6CM en 2017, après l'étude WIND, nous a parlé de différents types de sevrage en fonction de groupes de patients. Et donc vous voyez ici en bas qu'en fait on a 4 groupes de patients, des patients qui ne sont jamais sevrés parce que en fait ils décèdent en général ou sont transférés avant de pouvoir être sevrés. On a le groupe 1 qui est le groupe le plus prévalent en réanimation, qui est le groupe short winning, donc qui a un sevrage facile. On a le groupe 2 qui est le sevrage un peu plus compliqué. En général, on arrive à extuber une semaine après la première épreuve de ventilation spontanée. Et on a le groupe 3, le groupe qu'on déteste, qui est le groupe sevrage prolongé, et qui là, finalement, on n'arrive pas à extuber 7 jours après la première épreuve de sevrage. Et donc pourquoi c'est intéressant cette étude de WIND? Parce qu'en fait on s'aperçoit qu'en fonction du groupe de sevrage, on a une augmentation quasi constante de la mortalité. Dans le groupe 1, le taux de mortalité est de 6%, donc les patients qu'on arrive à sevrer facilement finalement ne meurent pas. Les patients chez qui on a un peu plus de difficultés, on a un taux de mortalité qui monte à quasiment 17%. Et pour les patients avec un sevrage qui est compliqué, on va monter à 30%. Donc l'idéal, c'est de jamais arriver là et de tout faire pour que le patient soit extubé dans les 6 premiers jours après la première tentative de sevrage. Et donc, vous connaissez tous, vous la faites certainement encore dans vos services, cette épreuve de ventilation spontanée. Alors, il y a 2 grandes façons de faire, hein. C'est l'épreuve de pièce santé. Alors, je sais qu'il y a des services qui ont la vraie pièce santé. Alors, nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on déconnecte le patient, on lui met un nez de trachéotomie et on met un débit d'oxygène qu'on règle. En fait, on mesure ce qu'on appelle la ventilation minute expirée en oxygène. Donc, en fait, c'est très simple. Vous multipliez la FiO2 par la ventilation minute expirée. Et donc, par exemple, si on a 30% de FiO2 sur le respirateur et que le patient respire à 10 litres minute, on sait qu'on peut lui mettre 3 litres d'oxygène et qu'en fait, il aura les mêmes apports sur 1 minute d'oxygène. Donc ça, c'est la pièce santé. Et en face, il y a cette épreuve qui tend à se démocratiser, qui est l'épreuve en 0 de PEP et aide minimale. Et donc, il y a une magnifique étude qui est sortie en 2019 dans le JAMA, réalisée par une équipe espagnole. Et ils ont comparé 2 choses qui, selon moi et selon les experts, en fait, sont pas très comparables. C'est-à-dire qu'ils ont comparé 2 heures de pièce santé versus 30 minutes de 0 de PEP et pression minimale. Et donc, ils se sont aperçus que finalement, le taux de succès d'extubation était meilleur quand on faisait finalement une épreuve très courte, 30 minutes, d'épreuve en pression minimale et en 0 de PEP. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont eu ces résultats? On a encore un peu de mal à le comprendre. Est-ce que cette épreuve de 2 heures en pièce hantée a généré une fatigue respiratoire? Peut-être. Mais voilà, après ces résultats, on se dit qu'il faut utiliser le 0 de PEP et aide minimale parce que finalement, ça nous permet d'extuber plus rapidement les patients. Le problème de cette étude, c'est que c'était des patients tout venant de réanimation, pas des patients à risque d'échec de sevrage. Et donc finalement, peut-être que ces résultats ne sont pas transposables à notre pratique chez des patients à risque. Et une deuxième notion qui est importante dans l'épreuve de sevrage, c'est cette notion de rebrancher le patient. Je sais que ça, dans certains services, on extube tout de suite après l'épreuve de sevrage. Et il y a des papiers qui nous montrent que peut-être qu'il faut faire se reposer le patient après la déconnexion du respirateur. En 2017, Fernandez, dans ICM, nous montre que dans le groupe intervention, où finalement, vous voyez ici le taux de réintubation chez les patients qui ont été reconnectés minimum pendant 1 heure après l'épreuve de pièce santé, finalement, le taux de réintubation passe de 14% à 5% quand on fait se reposer le patient. Donc, si votre pratique est de déconnecter le patient, peut-être qu'il faut qu'il se repose un petit peu avant de l'extuber.
finalement, quand on va regarder les résultats un peu plus en détail, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Chez les patients qui ne présentent pas de grands risques d'être réintubés, on voit que la reconnexion n'est peut-être pas nécessaire, parce que vous voyez ici que la différence n'est pas significative chez les patients à faible risque de réintubation. Par contre, chez les patients qui, moi, m'intéressent et qui intéressent les réanimateurs et les équipes, c'est ces patients à risque. Hein, c'est eux qu'on veut sevrer rapidement. Et on s'aperçoit que chez les patients à risque, par contre, on a une franche différence. Hein, on diminue quasiment par 2 le risque de réintubation chez ces patients en les reconnectant 1 heure, encore une fois, si on a fait une épreuve en déconnexion du respirateur. Les résultats, ils ont pas vraiment été retrouvé dans cette étude qui a été publiée en 2021 par Dadam, parce que quand on prend eux, ils ont comparé, en fait, c'était la réintubation à 48 heures, et chez le patient tout venant, ici, à gauche de l'écran, vous voyez que la différence entre la probabilité de réintubation n'est pas significativement différente entre le groupe de patients qui a été reconnecté pendant 1 heure ou pas. Donc le DE, c'est direct extubation, et R1H, c'est le repos pendant 1 heure. Ça, c'est pour la population générale. Mais par contre, quand on regarde une population qui est ventilée pendant plus de 72 heures, eh ben, on s'aperçoit que là, par contre, la différence entre la probabilité d'être réintubé tend à être significative chez les patients ventilés plus de 72 heures, si on ne les fait pas se reposer. Et donc, moi, je suis un kiné, donc ce qui m'intéresse, c'est les muscles en général, et surtout les muscles respiratoires. Et quand on reprend l'étude WIND, un des critères ou un des facteurs de risque d'échec d'extubation, c'est certainement l'augmentation de la charge résistive. Et cette charge résistive, en fait, elle est vraiment augmentée durant l'épreuve de ventilation spontanée en pièce santé. Et donc, peut-être qu'il faut faciliter au maximum cette épreuve de pièce santé pour pouvoir extuber les patients. Et donc, ce qu'on fait à Orléans, c'est on a commencé une étude en fait avant que tous ces résultats apparaissent. Notre étude avait débuté en 2018 et 2019, 2020, 2021, il y a 3 papiers qui sortent pour nous dire qu'il fallait faire du 0 de PEP, 7 dead. C'est pas grave, on a continué notre étude qu'on a fini en 2020 et qu'on a publié en 2021, où on a fait en fait, une épreuve de pièce santé avec l'Optiflow, donc avec le haut débit humidifié. L'hypothèse, en fait, nous, quand on a commencé l'étude, donc on a commencé à réfléchir, on était en 2017, le temps de la mettre en place, 2018, et donc notre idée, c'était de se dire, chez les patients à risque d'échec de sevrage, peut-être que cette épreuve avec l'Optiflow, en fait, nous permettrait de déconnecter le patient, donc de lui imposer une charge résistive, mais finalement pas si dur que ça, parce que si on mettait 60 litres par minute à l'Optiflow, peut-être qu'il y aurait ce petit effet PEP qui avait été mis à jour avec l'Optiflow. Donc on s'est dit peut-être ce petit effet PEP va être suffisant pour diminuer le travail respiratoire et peut-être réduire les incidences des hypoxémies et faire en sorte que les patients tolèrent beaucoup mieux l'épreuve de pièce santé. Et donc, encore une fois, parce qu'on passe notre vie sur PubMed, on a vu sortir une étude en 2019 où des Chinois ont fait une comparaison de 3 groupes de patients. Des patients qui ont fait l'épreuve de pièce santé classique, des patients qui ont fait l'épreuve en 0 de PEP, 7 dead, et les patients qui ont fait l'épreuve de sevrage à l'Optiflow. L'Optiflow, chez eux, était réglé à 40 litres minute. Et donc, les résultats, finalement, quand on regarde le profil des patients avant l'épreuve de pièce santé, on s'aperçoit que tous les patients dans les 3 groupes sont identiques en termes de mécanique ventilatoire. Donc, ce qui est plutôt finalement intéressant de se dire qu'il n'y a pas une différence entre les 3 groupes de patients. Et quand on regarde les résultats, on s'aperçoit que les patients, donc vous voyez ici dans la première ligne, il y a un 76% de réussite à l'épreuve de sevrage dès la première tentative chez les patients en pièce santé. Et ce pourcentage est significativement plus faible que pour le groupe PSV, donc pression minimale et 0 de PEP, et le groupe Optiflow.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'apparemment, selon cette étude, quand l'épreuve de sevrage est réalisée avec le respirateur ou avec l'Optiflow, on a moins d'échecs à la première épreuve de sevrage. Et une chose qui est assez déroutante, c'est que le taux de réintubation au premier jour chez les patients extubés, il est que de 4% dans le groupe Optiflow versus 22 et 22. Alors je prends des grandes pincettes, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce résultat-là? Vous allez voir que nous, on n'a pas du tout eu le même résultat. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait une épreuve de sevrage à l'Optiflow, le montage officiel de chez Fischer et Paykel, c'est connexion sur une trachéotomie. Okay, mais vous savez tous que le diamètre externe d'une sonde de trachéotomie est identique à celui d'une sonde endotrachéale. Et donc à Orléans, qu'est-ce qu'on fait? On déconnecte le patient du respirateur, on le connecte à l'Optiflow avec le raccord de trachéotomie. Ça nous a valu maintes et maintes prises de tête avec notre direction de la recherche, parce qu'ils nous ont dit, oui, mais en fait, là, vous êtes en train d'utiliser un dispositif qui est fait pour être mis sur une trachéo, et vous allez étudier pour savoir si c'est possible de le faire sur une intubation, alors que ça n'a pas le marquage CE pour l'intubation. On a discuté avec Fischer et Paykel, qui nous ont dit que, bon, pourquoi pas. Donc on y est allé, on a eu l'accord du CPP au premier coup, donc on a fait notre étude. Donc notre hypothèse était de se dire que cette épreuve de ventilation spontanée avec l'Optiflow permettrait d'accélérer le sevrage, et on s'était quand même mis un critère de sécurité qui était de se dire peut-être que, vu que l'étude ne pouvait pas être faite en aveugle, on allait peut-être extuber trop rapidement les patients, et donc le risque c'était d'extuber peut-être des patients qui n'étaient pas prêts. Donc on avait un critère composite qui nous permettait de voir si cette épreuve à l'Optiflow accélérer le sevrage sans augmenter le risque de réintubation. Donc c'était une étude monocentrique, randomisée, contrôlée. Les critères, c'était des patients qui étaient sous ventilation mécanique depuis plus de 24 heures et qui avaient une pathologie sous-jacente cardiaque ou respiratoire, et chez qui le réanimateur avait prescrit une épreuve de sevrage. Donc, une fois que l'épreuve de sevrage était prescrite, on demandait au patient s'il était OK ou pas pour participer à l'étude, et on le randomisait en 1 pour 1 dans soit l'épreuve de pièce santé avec les réglages que je vous ai expliqués tout à l'heure, ou alors l'épreuve à l'Optiflow, où on règle le débit maximal de l'Optiflow, c'était un RVO2, donc le débit maximal à 60 litres minute, et on mettait la même FiO2 que sur le respirateur. Donc on s'est même permis de faire, alors c'est pas dans les critères, on sait que normalement une épreuve de sevrage se fait quand la FiO2 est inférieure ou égale à 40. Nous, on a fait des épreuves de sevrage chez des patients qui avaient 60% de FiO2, parce qu'on savait que grâce à l'Optiflow, on pouvait obtenir cette même FiO2, et donc ça nous a pas arrêté dans les épreuves de sevrage. Même question, donc nous, on s'est dit, le patient est à risque, donc il va falloir faire un relais, certainement à l'Optiflow et à la VNI, mais ça, c'était laissé au choix du réanimateur, qui pouvait décider ou pas de faire le relais, en sachant que les sociétés savantes à l'époque encourageaient quand même le relais mixte Optiflow VNI en post-extubation. Et donc le critère principal, c'était la proportion de patients vivants et sans ventilation mécanique 7 jours après la première épreuve de sevrage. Et ce fameux critère composite est là, c'est le taux d'extubation à J7 après la première épreuve et le taux de réintubation. Donc on avait un critère mixte, ce qui fait que dans notre étude, le taux de signification devait être inférieur à 0,025 pour être significatif, vu qu'on avait un critère mixte. Et donc on a inclus 106 patients, 53 patients par groupe, avec une durée moyenne de ventilation à 5 jours. Si je reprends l'étude chinoise, la durée avant la première épreuve, je la vois plus, elle n'y est pas. Non, je ne l'ai pas, mais c'était 8e jour. Donc la première épreuve de sevrage était faite à J8. Nous, en moyenne, on faisait en général à J3, J4. Le taux de patients vivants et sans ventilation mécanique 7 jours après la première épreuve de sevrage, vous voyez 81% dans le groupe pièce santé, 92%
dans le patient, dans le groupe OptiFlow, et vous voyez que la différence n'est pas significative, donc notre étude n'a pas montré de bénéfices francs. Et donc ça, c'est les graphiques qui illustrent ce que je viens de dire. Donc vous voyez, il n'y a pas de différence à J7 entre les deux groupes en termes de pourcentage d'extubation. Donc on n'extube pas plus vite les patients et on ne les réintube pas plus, même si on voit qu'il y a une tendance avec un P inférieur à 0,04 pour le pourcentage de réintubation. Certainement que le taux de patients inclus était trop faible. On aurait peut-être dû designer avec 250 patients, et là on aurait une différence significative. Bon, il y a une tendance, mais qui n'est pas significative. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les patients inclus dans notre étude, on leur faisait une gazométrie avant-après. Et on voit que dans le groupe qui a l'épreuve de pièce santé à l'OptiFlow, finalement la PaO2 reste stable entre le début et la fin de l'épreuve de sevrage, alors que dans le groupe pièce santé, que ça soit à la première ou à la dernière épreuve de sevrage, la PaO2 chute entre le début et la fin de l'épreuve de sevrage. Donc peut-être que cette épreuve à l'OptiFlow permettrait chez le patient hypoxémique de lui faire supporter un peu mieux, parce qu'on a un meilleur apport en oxygène. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. C'est l'idée de se dire peut-être qu'en fait, vous avez eu moins de réintubation dans le groupe OptiFlow parce que vous avez mis de l'OptiFlow direct après. Peut-être que dans le groupe qui était à l'oxygène simple, vous n'avez peut-être pas mis d'OptiFlow. C'est vrai. On a mis plus d'OptiFlow parce qu'il était déjà dans la chambre. Donc, on a mis plus d'OptiFlow en post-extubation chez les patients du groupe OptiFlow. Mais quand on fait une analyse proportionnelle, finalement, on s'aperçoit que cette utilisation de la VNI ou de l'OptiFlow en post-extubation n'a aucun impact sur l'outcome réintubation. Donc, finalement, oui, on l'a plus utilisé en post-extubation, mais c'est apparemment pas ça qui a influencé sur cette différence qui tend à s'améliorer pour le groupe OptiFlow. Donc les conclusions de notre étude, c'était assez simple. On ne pouvait pas conclure à une efficacité du haut débit humidifié pour accélérer le sevrage. Mais par contre, finalement, ce qu'on a fait, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas extubé des patients qui n'étaient pas prêts, parce qu'on n'a pas eu un taux de réintubation supérieur dans le groupe OptiFlow. On a même une tendance à avoir moins de patients réintubés, mais encore une fois, c'est une tendance. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce qui se passait en post-extubation n'avait aucun impact sur le taux de réintubation. Par contre, quid de cette oxygénation? Voilà, c'est des premières données. Hein. Il n'y a que les Chinois et nous qui avons testé cette modalité d'épreuve de sevrage. Donc voilà, il y a peut-être un levier à trouver sur l'oxygénation. Peut-être que le patient hypoxémique, peut-être que le patient Covid, qu'on avait un peu de mal à sevrer, peut-être que cette épreuve à l'OptiFlow aurait permis, dans certains cas, de les sevrer plus vite. Nous, on n'a pas abandonné l'idée de l'épreuve de sevrage à l'OptiFlow. Hein. C'est même devenu une pratique quasi courante dans le service. Donc, dès que le patient est cardiopathe ou pneumopathe, on fait l'épreuve de sevrage à l'OptiFlow. On a publié une lettre dans ICM, ça avait été refusé en article, mais donc on a publié en lettres. Et si je devais conclure, et je pense que je ne suis pas trop mal sur le timing, c'est que finalement, les épreuves de sevrage aujourd'hui, si vous deviez retenir quelque chose, c'est que peut-être que pour le patient tout venant, il faut faire l'épreuve en pression support avec une PEP à 0 et une aide à 6. Ça, c'est pour le patient qui est ventilé moins de 48 heures, ou pour le patient un peu tout venant, c'est certainement ça. Rebranchez-le si vous avez l'habitude de faire une déconnexion. Rebranchez-le 1 heure. S'il est à risque, il faut certainement le rebrancher. Et peut-être que le patient hypoxémique chronique, chez qui on est obligé d'avoir des FiO2 toujours très élevés, peut-être que ce patient est sevrable plus rapidement parce qu'il va supporter l'épreuve à l'OHD, et on sait que derrière, il aura le relais OHD-VNI. Donc, on peut peut-être accélérer le sevrage pour ces patients qui sont un peu limites et qui n'ont pas le critère FiO2. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une.
Par rapport au confort du patient, comparativement une pièce santé et l'OHD sur la sonde d'intubation, vous avez remarqué des différences? Non, le raccord de trachéo est finalement pas très lourd. Le nez artificiel de trachéo est pas très lourd non plus. Donc non, les patients ne se sont plaints de rien particulièrement avec l'OHD. Non, il y a pas, c'est pas quelque chose qui nous a en tout cas sauté aux yeux. Peut-être qu'il Merci. faudrait refaire l'étude en leur posant la question, mais c'est vrai que le confort n'a pas fait partie de nos critères d'évaluation. Mais peut-être que c'est une question à se poser sur le confort respiratoire aussi peut-être. Mais voilà, c'était vraiment, on voulait des critères forts. On n'a pas tout évalué en termes de confort pour les patients. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'épreuve de sevrage à la petit flot dans la salle. Marseille, merci. Merci Sabine. Ok. Bon, j'espère que vous essaierez en rentrant chez vous lundi. Merci beaucoup. Merci.